réalité, Jung est vraiment à l'honneur aujourd'hui, le 8 novembre. Et donc, je suis humblement heureuse de vous présenter, j'espère en des mots simples, parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que Jung est c'est assez difficile de lire Jung, et je pense que c'est un homme simple. Jung était un homme simple, donc je vais tenter de respecter cette simplicité autant que faire se peut. Alors, il y a un PowerPoint qui devrait arriver pour la présentation. Voilà. Donc, l'explorateur de l'âme, hein. Effectivement, pour moi, c'est un psychiatre visionnaire, hein, qui a voulu comprendre ce qui relie le conscient et l'inconscient. Et ça, c'est une œuvre, à mon sens, fondamentale. Parce que nous sommes des êtres, vous le verrez bien, vous le verrez ensuite quand je vais développer le processus d'individuation, mais Jung nous dit que nous sommes des êtres complets et il n'y a aucun clivage, justement, entre le conscient et l'inconscient. Et que la connaissance de l'inconscient va nous aider à mieux nous connaître, parce que le but quand même de cette incarnation, on va dire, c'est quand même la connaissance de soi. Donc, si vous êtes là, je pense que vous êtes aussi, vous avez envie de vous connaître. Et c'est un chemin, à mon sens, le plus beau chemin que l'on puisse parcourir et le plus beau des voyages que l'on puisse faire. Donc, on va. Hop. Donc, hop, j'appuie pour le prochain, c'est ça? Alors, à droite ou à gauche? Voilà. Donc, Jung n'était pas seulement un médecin de l'esprit, c'était aussi un chercheur de sens. Il a consacré sa vie à une gestion, à une question simple et immense, comment devenir un être entier. Là, je vous en parlerai un peu plus tard dans le processus d'individuation, qui est quand même aussi sa spécificité. Donc, pour comprendre cette quête, on va on va en parler un petit peu de son parcours, si vous voulez bien. Jung est né en 1875 en Suisse. Très jeune, il sent qu'il y a deux mondes en lui. Celui de la raison, transmis par son père pasteur, et celui du mystère, hérité de sa mère. Sa mère était assez spirituelle, mais assez ésotérique même, hein. Et c'est de là où Jung a eu un peu de difficulté à créer un pont entre son père et sa mère, justement, hein. Ça a été sa quête. Cette tension entre la science et le symbole va nourrir toute sa pensée. Après des études de médecine, il rencontre Freud. C'est quand même une rencontre fondamentale pour lui en 1907. Et c'est entre les deux hommes une amitié intellectuelle, passionnée, qui deviendra une rupture fondatrice, mais on va en parler un petit peu plus tard. Cette rupture, en 1913, marque le début de son aventure intérieure. Oui, pourquoi? Parce que, euh, à mon sens, Freud et Jung, cette rencontre a été riche pour les deux. Aussi bien pour Freud, qui a pu élargir son cadre de référence, il a pu s'ouvrir à des questions existentielles que Jung lui posait. Et puis pour Jung, évidemment, il a été galvanisé par Freud, parce que Freud le considérait comme son fils spirituel. Donc ça, pour lui, ça a été une immense fierté que d'être aux côtés de Freud. C'est pour ça que, bon, on va voir comment, ensuite on va pouvoir avoir des hypothèses. Donc, ce qui les différenciait, c'est que là où Freud voyait surtout un inconscient personnel faire de désirs refoulés, donc les pulsions dont parlait Hervé tout à l'heure, Jung découvre quelque chose de plus vaste, un inconscient collectif. Mais avant ça, moi, je voudrais parler de l'inconscient de Jung,
Jung, lui, disait que oui, effectivement, nous avons refoulé nos pulsions, nous avons refoulé notre ombre, mais nous avons aussi refoulé notre lumière. Et c'est en cela qu'il a élargi le cadre de référence. Il s'est dit, mais au fond, lorsque l'ego s'est constitué, lorsque ce personnage que nous avons dû adopter tous pour survivre, et tant mieux, eh bien, en même temps, nous avons oublié, refoulé qui nous étions vraiment. Et toute la quête de Jung a été de dire, oui, l'inconscient, c'est l'ombre, mais c'est aussi la lumière. Et c'est en cela qu'il s'est différencié, et c'est peut-être en cela qu'il y a eu un clivage ensuite avec Freud. Alors, il découvre aussi, non pas, il découvre aussi donc la lumière dans l'inconscient, mais il se rend compte à travers sa pratique que des patients venaient lui rapporter des rêves qui souvent étaient à l'encontre de leur culture. C'est-à-dire que c'était des rêves qui venaient de cultures très, très différentes. Et, et Jung se demandait, mais comment se fait-il que cette personne qui n'est pas cultivée, souvent c'était des personnes qui n'étaient pas cultivées, vont venir nous apporter des, des messages dans leurs rêves, des messages plutôt universels. Et c'est là que son hypothèse d'inconscient collectif a émergé, en se rendant compte aussi que, quelque part, mais aujourd'hui nous le savons parce que Einstein a fait son chemin, aujourd'hui nous savons combien nous ne sommes pas séparés et combien nos inconscients communiquent. Et là, il se dit, mais si nos inconscients communiquent, en fait, c'est qu'il y a un inconscient global, il y a un inconscient collectif. Et là, il a pu baser aussi sa recherche sur cette hypothèse. Alors oui, il a parlé d'images, de symboles universels que l'humanité partage. Alors c'est une idée magnifique. Hein. Pourquoi? Parce que pour la première fois, il apportait de l'unité dans ce que nous pensions être totalement une division. Nous pensions que c'était le chaos de la division, le chaos de la séparativité, moi ce que j'appelle l'illusion de la séparativité, hein, pour nous proposer en tous les cas d'avoir un regard différent sur nous-mêmes, bien sûr, en tant qu'être entier, mais aussi sur le monde, sur nous tous. Voilà, comment poser un regard différent. On en parlera si vous voulez bien après, peut-être avec les questions que vous me poserez, j'espère. Donc, les images universelles, Jung les appelle des archétypes. Donc, le héros, la mère, l'ombre, le sage, les figures qui traversent les mythes, les religions, les rêves, hein, depuis des millénaires. Au niveau au niveau de ces symboles, sa question, c'était est-ce que ces symboles existent à l'intérieur de nous ou existent à l'extérieur de nous? Et pour lui, en fait, il ne faisait pas de différence entre l'interne et l'externe. Et il a émis l'hypothèse que ces symboles, nous faisons que les projeter sur ce qu'il appelait les archétypes. Parce que pour bien définir les archétypes, les archétypes, ce sont des coquilles vides. Elles sont vides au départ, mais elles sont remplies par nos projections. Et c'est là où on retrouve aussi la projection de Freud, hein, le mécanisme de défense de projection. Et on peut vraiment même se demander si tout n'est pas projection. Donc, en fait, donc ces symboles, il va aussi proposer
que c'est vraiment, ces symboles, c'est l'expression du vivant en nous. C'est-à-dire que nous nous rendons vivants, nous nous sentons vivants à partir de ces symboles. Alors la question, c'est est-ce que tout n'est pas symbolique? Ça va? Tout va bien? Tout le travail de Jung tourne autour du processus qu'il appelle le processus d'individuation. Le chemin par lequel chacun devient lui-même en unifiant ses contraires. Alors, là aussi, il cherchait l'unité. Là aussi, il se posait la question, est-ce que ce que nous voyons et qui nous paraît contraire, c'est-à-dire à l'extérieur dans la nature, le froid, le chaud, la nuit, le jour, bon, tout ce que l'on voit dans la nature, la pluie, le soleil, ce que nous paraît opposé, et à l'intérieur de nous, la peur, l'amour, la haine, la, la paix, la détermination, l'hésitation, le doute, toutes ces paires d'opposés, la colère, la colère bien sûr et la détermination, est-ce que toutes ces paires d'opposés ne seraient pas euh, le, l'opportunité de trouver la voie du milieu? C'est-à-dire, est-ce que notre chemin, vous savez combien les philosophes cherchent cette voie du milieu, hein? Pour eux, c'est vraiment le Graal, hein, que de pouvoir se dire, mais si la vérité, une certaine vérité était dans cette voie du milieu. Alors, c'est un chemin, hein. Mais nous, comme nous sommes réellement responsables, j'entends aptes à répondre à cette proposition, alors est-ce que à l'intérieur de nous, nous pouvons trouver cette voie du milieu? Alors, un petit exemple simple, quand des personnes, en tous les cas dans ma patientèle, vient très, très en colère, alors bien évidemment, je vais entendre la colère qui est souvent pour cette personne tout à fait légitime, et je peux comprendre. En même temps, moi, j'ai envie de lui proposer, est-ce que cette colère peut être transformée en détermination? Et c'est en fait la même énergie. C'est-à-dire que la colère reste au niveau psychologique, la détermination reste au niveau, à mon sens, du soi, de l'âme. Nous sommes des personnes déterminées. Je pense que si nous n'étions pas déterminés, nous ne serions pas là. Et donc cette détermination, cette colère, comment peut être transformée? Et tout le processus d'individuation, c'est cette connaissance des paires d'opposés qui fait qu'à un moment donné, on va petit à petit, grâce à notre singularité, bien évidemment, hein, parce que le processus d'individuation inclut notre singularité. Hein, c'est évidemment, nous partons de la réalité que nous sommes tous des êtres uniques et que dans cette singularité, nous allons transformer, alchimiser tout ce qui vient du moi, hein, ce que Jung appelle le moi, pour l'élever, le transmuter vers le soi étant qui nous sommes. Et ce qui est magnifique dans Jung, je trouve, c'est que pour lui, sa définition de l'âme humaine, c'est la conjonction entre le moi et le soi. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fait pas de division entre le moi et le soi, entre l'ego et l'âme, en fait. Il dit effectivement que ce sont deux aspects de nous-mêmes complémentaires que nous avons aussi à relier et avec lesquels nous avons à cheminer pour savoir qui on est vraiment. C'est-à-dire qu'à partir de qui je ne suis pas, je vais savoir qui je suis. D'accord? Mais est-ce que nous n'avons pas besoin d'expérimenter qui nous ne sommes pas pour savoir qui nous sommes? Alors peut-être qu'au bout d'un moment, on est un petit peu lassé, hein, d'expérimenter qui nous ne sommes pas, parce que c'est un peu fatigant quand même. Euh, Peut-être qu'au bout d'un moment, à force de cheminer sur nous-mêmes, nous allons beaucoup plus alimenter
qui nous sommes. C'est-à-dire que nous allons beaucoup plus choisir des expériences qui nous ressemblent que celles qui ne nous ressemblent pas. Alors, je ne sais pas si j'en ai parlé, non, je n'en ai pas, je suis allée un petit peu vite tout à l'heure, mais pour revenir à la rupture avec Jung, avec Freud, pardon, Jung, non, en tout cas dans ma vie, donc, je vous propose de lire parce que c'est quand même un livre qui est le plus accessible pour bien connaître Jung, hein, ma vie. Il raconte combien il a fait une dépression profonde lorsqu'il y a eu cette rupture avec Freud. Et cette dépression, en fait, parce que mon hypothèse, c'est qu'il avait projeté aussi le père et un père idéal sur Freud. Et donc, cette dépression l'a amené à rentrer dans les profondeurs de lui, ce qu'il appelle les profondeurs de son âme, pour pouvoir aller cheminer et découvrir aussi tout ce qui l'animait. Hein. Et donc, à ce moment-là, et pour moi, ça me semble une évidence, il a commencé son processus d'individuation. Il s'est différencié de Freud. Il ne voulait pas tout prendre de Freud parce qu'il y avait des principes qui ne lui ressemblaient pas. Et lorsqu'il a parlé du processus d'individuation, il a proposé aussi, il s'est dit, mais au fond, est-ce que de notre père, de notre mère, qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qui ne nous ressemble pas? En fait, quel est, quel est le chemin que nous allons faire dans un chemin de connaissance de soi qui passe par ce discernement. Et le discernement est pour moi aussi une qualité de l'âme. Nous savons discerner. Et sans discernement, eh bien, on va aller directement suivre les uns et les autres, la tête un peu baissée, et c'est peut-être le début aussi de complications. Hein. Donc, effectivement, le processus d'individuation, c'est pas un parcours linéaire, c'est un voyage intérieur et une quête de cohérence. Donc, Jung disait devenir entier plutôt que parfait. Donc, et ça, effectivement, c'est un processus. Mais Jung disait même, euh, il disait même, mais c'est le chemin d'une vie. Et encore, est-ce qu'on aura fini à la fin de notre vie à nous connaître? Point d'interrogation. C'est jamais fini. Hein. C'est jamais fini cette connaissance. Elle est toujours en chemin. C'est pour ça qu'il appelle un processus hein, du verbe procédérer, hein, de la marche en avant. Hein. C'est-à-dire que petit à petit, il y a une marche en avant. Hein. On va avancer petit à petit pour mieux nous connaître. Alors, ce voyage nous mène forcément à une rencontre particulière, donc la rencontre avec notre ombre. Et ça, je pense que vous connaissez tous ce chemin si vous êtes ici. C'est-à-dire que Freud nous propose effectivement de connaître notre inconscient et de connaître notre ombre. Et Jung, lui, dit, alors, si nous prenons l'hypothèse qu'il y a aussi de la lumière et que nous sommes une lumière, alors nous pouvons plonger dans l'ombre de manière beaucoup plus facile. Alors que si nous pensons que nous sommes une ombre et que nous plongeons dans l'ombre, ça fait beaucoup d'ombre et c'est très douloureux. Et c'est là où il se différencie aussi de Freud. Voilà. Personnellement, je trouve qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile hein, de plonger dans l'ombre quand on est une lumière. Hein. Alors, l'ombre, c'est tout ce que nous rejetons de nous-mêmes, nos faiblesses, nos peurs, nos désirs inavoués. Mais non, comme je disais tout à l'heure, mais Jung nous dit, cette part obscure contient aussi notre vitalité, notre énergie créatrice. Apprendre à l'écouter, c'est grandir. C'est reconnaître que la lumière ne se construit qu'avec la nuit. Il voyait la psyché comme un espace sacré.
au- pas au sens religieux, mais spirituel, un lieu de transformation. C'est pour ça c'est pourquoi il s'est passionné pour les symboles de l'alchimie et pour les traditions orientales. En fait, Jung a fait le pont entre l'Orient et l'Occident. Et là aussi, c'était sa quête d'unité. Hein. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très actuel. Hein. Beaucoup d'entre nous avons, en tous les cas, pour ma part, j'ai eu envie aussi de me plonger dans les grandes sagesses orientales pour essayer d'y trouver quelques réponses existentielles. Hein. Et je trouve que ce pont entre l'Orient et l'Occident est réellement euh, une œuvre, une œuvre créatrice. Voilà, c'est donc. Alors évidemment, dans cette plongée, aussi dans les traditions orientales, il a trouvé l'alchimie. Hein, comment transformer le plomb en or. Hein. C'est c'est vraiment une métaphore hein, de notre propre évolution intérieure. Le mandala, hein, ça symbolise au centre là, du mandala, c'est le soi. Et tout le reste, ce sont des parties de nous. Hein. Ce sont vraiment des parties de nous qui correspondent à cette unité en nous. Et donc le mandala, comme vous savez, c'est quand même, ça nous vient quand même de la sagesse orientale. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, de nos jours, en tous les cas, on a, à mon sens, on a besoin d'unité. Quand on voit le chaos du monde en ce moment, les guerres, hein, la séparativité, tout ce qui, quelque part, à mon sens, ne nous ressemble pas, euh, nous avons une quête d'unité. Et c'est là où Jung nous apporte une modernité dans son approche. Elle est très actuelle. Et je remercie Hervé d'avoir proposé cette journée sur Jung, Jung à l'honneur, hein, parce que je pense et j'espère en tous les cas que ça va nous apporter à tous une vision beaucoup plus large de nous-mêmes, mais aussi du monde, des autres bien sûr et de nous. Alors, nous vivons dans un monde saturé d'informations, effectivement, mais en manque d'âme. Je pense que au-delà du manque de nourriture terrestre, et c'est vrai qu'il y a des lieux dans le monde où il y a un vrai manque de nourriture terrestre, je pense que l'un des plus grands manques, c'est le manque de nourriture spirituelle. Je pense que nous sommes tous affamés de cette nourriture hein, qui n'est pas, à mon sens, assez développée aujourd'hui dans le monde. Donc, ce manque de nourriture spirituelle, nous en sommes, à mon sens, responsables, hein, c'est-à-dire responsables dans le sens apte à répondre, hein, c'est-à-dire comment aller chercher la spiritualité en nous et l'offrir au plus grand nombre, l'apporter à nos voisins, à nos amis, à notre famille, mais aussi au groupe dans lequel nous évoluons, et pour les personnes, les personnes qui sont thérapeutes, évidemment, à leur passion. Jung nous rappelle donc que tout ce que nous ne rendons pas conscient finit toujours par diriger notre vie. Ouais, il y a une phrase que j'aime beaucoup chez Jung qui est tout ce qui reste inconscient s'impose à nous comme un destin. Quand on parle de destinée, hein, on va mettre la destinée à l'extérieur de nous, mais évidemment, Jung nous propose de nous mettre à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, cet inconscient qui nous guide vers souvent dans des situations qui ne nous ressemblent pas ou d'autres qui nous ressemblent hein, dans notre créativité.
Mais ça s'impose à nous comme un destin. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je me surprends moi-même d'être dans cette situation, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est cette responsabilité à 100% que nous, encore une fois, responsabilité apte à répondre, hein. Vous savez, en anglais, hein, la responsabilité, c'est able to respond. Je suis apte à répondre. Hein. Tellement différent de la culpabilité, hein. Totalement. Alors là, on est dans les paires d'opposés. Hein. Donc, c'est vraiment comment être responsable à 100% de ce qui nous arrive. Comment est-ce que je vais sortir du triangle victime, persécuteur, sauveur, hein, que peut-être que vous connaissez de l'analyse transactionnelle, euh, pour arriver à cette responsabilité à 100%, qui en fait, cette responsabilité va nous dynamiser dans notre parcours, hein, parce que sinon, on peut se sentir totalement impuissant. Dans la culpabilité, on se sent impuissant. De toute façon, c'est le revers de la même médaille, hein. Impuissance égale culpabilité. Mm. Mais comment justement transformer cette culpabilité en responsabilité pour se dynamiser, retrouver notre puissance créative et nous créer une vie de plus en plus qui nous ressemble dans notre singularité, bien sûr. Tout va bien? Mm. Ben voilà, c'est apprendre à écouter son inconscience et redevenir acteur de son destin. Donc, l'héritage de Jung est immense. Il a influencé la psychothérapie, la psychologie humaniste, la créativité. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure, de la créativité, parce que la personne qui va faire sa conférence après moi, voilà, elle va parler de, à partir de l'art, comment on retrouve aussi Jung. Donc, la psychologie humaniste, la créativité, le développement personnel, l'art, la mythologie, et même si certains ont critiqué son manque de rigueur scientifique, et tout à l'heure on me demandait comment se fait-il que Jung ne soit pas connu dans les milieux universitaires. Et c'est vrai que on l'a traité, entre guillemets, un peu d'ésotérique, trop spirituel. Euh, et donc on l'a écarté de l'approche universitaire, hein. Parce qu'avec un esprit cartésien, il y avait un manque de rigueur, effectivement, scientifique pour les personnes, en tous les cas, qui s'étaient plongées dans l'œuvre de Jung. Et en même temps, euh, il a ouvert un espace unique, c'est le sien, celui du sens, du symbole et de la subjectivité vivante. Alors, Jung fut... Alors, avant de passer à la conclusion, peut-être que c'est parce que j'aime beaucoup qu'on me pose des questions, donc j'espère que j'aurai la joie de vous entendre, hein, pour des questions. Euh, Avant donc de passer à la conclusion, euh, quand Jung parle de notre complétude, il imagine bien évidemment qu'il n'y a pas de séparation entre l'univers et nous-mêmes. C'est-à-dire, en fait, et là, j'ai envie de vous poser une question. Vous allez lever la main en disant, est-ce que vous croyez, alors il y a deux hypothèses, hein. Il y a, est-ce que vous croyez que nous sommes des êtres terrestres qui tentons d'accéder à notre universalité, ou est-ce que vous pensez que nous sommes des êtres universels qui sommes venus faire un parcours terrestre? Alors, vous levez la main pour la première option. Qui pense que nous sommes des êtres terrestres qui cherchons notre universalité? Oh, il n'y a pas beaucoup, hein. Ah, si, quand même, un petit peu plus. D'accord. Et qui pense que nous sommes des êtres universels qui venons pour faire un parcours terrestre? Bon, je crois que nous sommes plus nombreux, je m'inclus dedans, à penser que nous sommes des êtres universels. Et c'est Teilhard de Chardin
hein, que vous connaissez peut-être, hein, ce philosophe chrétien qui, lui, assurait que nous sommes des êtres universels venant faire un parcours terrestre. Alors, pour revenir à Jung, donc effectivement, Jung disait que nous sommes des êtres universels, mais c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein. C'est tout simple. On reprend le basique. Hein. Donc, il fut un explorateur du monde intérieur, un pont entre la science, l'art et la spiritualité. Son message est simple, hein, c'est ce que je disais au début. Je trouve que au-delà de la complexité de ses écrits, parce que ses écrits sont complexes, hein, euh, le message reste simple et courageux. Oui. C'est-à-dire le courage. Vous savez que le courage, c'est quand même le cœur. Hein. C'est est-ce que nous avons assez de cœur pour pouvoir plonger dans nos profondeurs et nous proposer, hein, de faire ce voyage qui, à mon sens, est le voyage le, le plus passionnant, hein, que l'on puisse faire sur cette terre. Merci de votre écoute. Merci à Hervé de m'avoir. Et je serais heureuse d'avoir vos commentaires, vos questions. Il y a des questions déjà. Ah, on va peut-être passer là. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation déjà, tout d'abord. J'aurais deux questions. La première, c'est comment est-ce que vous utilisez cette approche jungienne dans votre pratique avec vos patients? Et la deuxième, est-ce que Jung croyait en la réincarnation? Voilà, D'accord. merci. Ouais. Alors, pour comment j'utilise avec mes patients? Alors, comme je vous disais au départ, je suis plutôt freudo-jungienne et je pense qu'il est important d'avoir une vision quand même, à mon sens, de la psychopathologie, de savoir que est-ce que la personne a un moi, enfin, un ego assez fort pour pouvoir passer à la spiritualité. Sinon, il peut y avoir des compensations. Il peut y avoir des décompensations. Donc, on va dire que c'est une connaissance aussi de Freud et de la psychopathologie qui me semble essentielle. Hein. Parce que ben, on retrouve dans les délires, et Jung en parlait pas mal, hein, dans les délires psychotiques, on peut aussi retrouver des archétypes, on peut retrouver des symboles dans les délires psychotiques. Et il n'est pas question, effectivement, d'inviter nos patients à passer de l'autre côté au niveau psychotique. Donc, c'est une vigilance quand même, hein, vraiment une vigilance. C'est pour ça que je répète encore, mais ils sont totalement complémentaires. Mmh. Voilà, donc c'est toujours cette vigilance entre les deux. Mais en même temps, vous savez, je travaillais beaucoup avec un psychiatre à Maison Blanche, j'ai beaucoup travaillé avec lui, et il me disait, il était jungien sans le savoir, on va dire, mais il me disait tout le temps, tu sais, Nicole, en fait, moi, je n'ai jamais eu de problème avec les psychotiques dans, dans ma pratique à Maison Blanche. Donc, vraiment, c'est vraiment l'hôpital psychiatrique par excellence. Il me dit, j'ai jamais eu de problème parce que je m'adresse toujours à leur partie saine. Et qu'est-ce que c'est que la partie saine sinon le soi, hein. Et donc, c'est vrai qu'on a tous une partie saine, même les psychotiques, hein. Et c'est comment aller toucher cette partie saine avec délicatesse, bien évidemment. Mais en tout cas, dans mon expérience, c'est vrai que les personnes nous regardent de manière assez étonnée, hein, de pouvoir nous adresser à elles. Voilà. Est-ce que je répondu à votre première question? Voilà. Et la deuxième, c'était, alors, est-ce que Jung croyait à la réincarnation?
Je ne sais pas. Ouais, je veux dire, on l'a pas entendu comme ça. Mais ce qui pourrait nous mettre sur la voie de cette croyance en la réincarnation, c'est, ce serait de dire que, en fait, Jung disait qu'on avait toutes les mémoires en nous. C'est-à-dire que toutes les mémoires de l'humanité, depuis que le monde est monde, euh, on les a à l'intérieur de nous. Donc, on peut imaginer qu'à partir de cette hypothèse où toutes les mémoires sont à l'intérieur de nous, alors est-ce que ce sont nous, enfin, c'est nous qui avons vécu ou pas? Ça reste une hypothèse. En tout cas, c'est une hypothèse qui peut apporter de la cohérence. Voilà, qui peut vraiment apporter de la cohérence à certains patients. C'est pour ça que c'est toujours important de dire et si, mais ne pas apporter ça comme une certitude, à mon sens. Avec plaisir. Ah, pardon. Oui, oui. Alors, j'avais une question sur le lien entre les jeunes générations et l'individuation. C'est-à-dire, je m'explique, on a des jeunes aujourd'hui qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, qui s'estiment ne jamais être seuls. Jung, je pense qu'il aborde cette notion de solitude pour l'individuation, le fait d'être seul, de se recentrer sur soi, de ne pas être toujours en contact avec les autres. Et je me demandais quel était le risque pour les jeunes aujourd'hui, à la fois d'être toujours en contact, de ne jamais être seul, de ne jamais s'ennuyer, et à la fois de se sentir très seul aussi. Donc je me demandais s'il y avait un lien entre est-ce que le fait de ne pas s'individualiser tout au long de sa vie, est-ce que ça peut avoir des conséquences déjà sur son état psychique? Et je me demandais s'il n'y avait pas un lien avec les états dépressifs éventuellement. Ouais. Alors, je pourrais parler une journée entière, répondre pendant une journée entière à votre question, mais je vais essayer d'être synthétique. Il y a une très grande différence entre individualisation et individuation. L'individualisation, c'est, nous l'avons tous vécu, c'est lorsque nous sommes sortis de la fusion avec nos mères, eh bien, on s'est individualisé. C'est-à-dire que ça a été un aspect réactionnel de nous. C'est une survie, hein, une pulsion de survie. Donc, on s'est individualisé pour pouvoir exister en tant qu'être différent, un minimum, de notre mère. Mais c'est réactionnel. D'accord? L'individuation, c'est naturel. Nous sommes uniques. Et cette singularité, elle est au fond de nous, mais comme le disait Jung, elle peut être totalement inconsciente, cette singularité. Et donc, quelque part, euh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allons rencontrer cette singularité, allons avec elle et la nourrir. Alors, je ne sais pas si la solitude, euh, moi je pense que c'est plutôt la liberté d'être seul, plus que la solitude. C'est la solitude, il y a un côté un peu angoissant quand même. Hein. Je suis tout seul. Mais quand on imagine ce qu'apporte Jung, c'est cette complétude. On n'est jamais seul parce qu'on a avec toutes les parties de nous. On a cette partie universelle en nous qui nous accompagne. Mm. Donc, je ne sais pas si on peut parler de solitude, mais moi, je parlerais beaucoup plus aux jeunes, en tous les cas, de cette liberté de pouvoir justement aller se connaître, aller plonger dans cette singularité, mais d'aller chercher, comme je disais tout à l'heure, d'abord la lumière avant de rentrer dans l'ombre. C'est-à-dire euh, comment est-ce que je vais éclairer l'ombre par ma lumière. J'aime beaucoup aussi la phrase d'Annick de Souzenel, que vous connaissez peut-être. Annick de Souzenel nous disait l'ombre, c'est de la lumière non éclairée. Vous voyez, ça c'est aussi son choix d'unification. Est-ce que je répondis à votre question? En partie. Alors, qu'est-ce qui manque?
Quand je parlais d'être seule, c'était plus, j'avais cette sensation que tous ces réseaux sociaux ne permettaient pas de, enfin, on cherchait un peu la validation des autres, donc d'être plus sur le côté lumière et de ne pas aller chercher la part d'ombre et de ne pas se confronter à ce qu'on n'a pas envie de voir en nous. Et j'avais plus cette impression, dans ces générations, de par la communication et toutes ces informations, que les jeunes se cachaient et ne voulaient voir que ce qui était bon chez eux. Donc c'était plus dans ce sens-là. Alors, je comprends mieux votre question, merci. Il y a un symbole dont j'aimerais parler ici, qui n'est pas un symbole chrétien, mais qui est un symbole cosmique, à mon sens, c'est la croix. La croix, ça veut dire que l'horizontalité de la croix, c'est nous sommes en communication les uns avec les autres, nous sommes à l'horizontale. D'accord? La verticalité, c'est fondamentalement lorsque je me tiens debout et que je rentre à l'intérieur de moi. Et l'harmonie se fait, en tout cas la connaissance du soi, se fait au centre de la croix, qui est un symbole cosmique. Et donc, moi, je pense que nous sommes dans une société beaucoup trop horizontalisée et que nous avons besoin d'amener les jeunes à apprendre à se verticaliser. Enfin, à se souvenir, parce que je ne sais pas s'ils apprennent, mais ils ont peut-être oublié simplement. Mais vraiment de les aider à se souvenir qu'il y a un équilibre entre l'horizontalité et la verticalité. Bon, merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors, j'avais une question au début de votre présentation. Vous avez utilisé le terme de synchronicité. Et j'aurais aimé avoir votre définition et selon vous, d'où peuvent provenir ces synchronicités, ce concept qui est cher à Jung. Merci. Avec plaisir. La synchronicité, c'est effectivement quand il se passe à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Jung disait que, bon, il parlait à une patiente d'un scarabée et bon, le scarabée étant un symbole, effectivement, et à ce moment-là, il voit un scarabée rentrer dans la pièce. Et il appelle ça une synchronicité. Alors, lui dit que la synchronicité, c'est quand, quelque part, l'univers intérieur se met en connexion avec l'univers extérieur, et vice-versa. C'est un peu ce pont entre l'interne et l'externe. Et bon, la synchronicité dont je parlais ce matin, c'était qu'effectivement, comme je pense que nos inconscients communiquent, je pense qu'à un moment donné, Jung était dans l'air, on va dire. Le 8 novembre, Jung est dans l'air. Comme ça qu'en même temps, à la Maison de la Chimie, en même temps ici, on fait honneur à Jung. Est-ce que c'est plus clair? Merci. Ah, là-haut. Merci. Bonjour. Pourriez-vous, Bonjour. s'il vous plaît, repréciser quelque chose que vous avez dit tout à l'heure? Vous parliez d'impuissance et de culpabilité, comme quoi l'impuissance amenait forcément de la culpabilité, mais l'impuissance, quel niveau? Parce que pas forcément. Encore une fois, je pourrais passer une journée à vous parler de ça, mais bon, je pense que le temps ne va pas nous le permettre. Nous vivons dans une société judéo-chrétienne où la culpabilité est omniprésente. Parce qu'elle est ancrée dans ces croyances judéo-chrétiennes. Et je pense que justement, notre chemin, c'est de pouvoir nous individuer de cette emprise de culpabilité, parce que pour moi, c'est vraiment le poison du cœur, la culpabilité. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, dans la culpabilité, il y a ce qu'on appelle aussi une illusion de toute puissance, qui est réactionnelle à notre impuissance. Et donc, on se sent totalement
à mon sens, impuissant, mais dans une illusion de toute puissance, en culpabilisant l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Et donc, si c'est la faute de l'autre, c'est plus de ma faute. Mais bon, c'est vraiment, il y a une phrase d'un des auteurs que j'aime bien qui dit dans la culpabilité, quand quelqu'un nous agresse, c'est de pouvoir oser lui dire, mais qu'est-ce qui te fait si mal que tu crois guérir en m'agressant? Et c'est ça, en fait, hein, c'est cette culpabilité. Cette culpabilité qui est tellement un poison qu'on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir s'en libérer, pouvoir la projeter. On savait combien la projection est un mécanisme de défense. Donc on va la projeter sur les uns, sur les autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute des uns, des autres. C'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Et c'est pour ça aussi que transformer la culpabilité en responsabilité, c'est-à-dire être apte à répondre, c'est d'aller chercher en nous cette aptitude à répondre et de retrouver notre puissance, à créer autre chose qui ne nous convient pas dans nos vies et dans nos relations. Alors c'est un chemin, on ne l'a pas comme ça, c'est un chemin, mais c'est un processus là aussi, c'est vraiment une marche en avant. Merci de votre question. Ici, à votre droite. Ah, voilà. Bonjour, je vous remercie pour Bonjour. cette présentation. J'aimerais revenir sur le manque de nourriture spirituelle, qui est un point, je pense, très important au cœur de tous. Et je serais tentée de faire un lien, peut-être à tort, avec la nourriture spirituelle et l'inconscience collective. Est-ce que le degré de nourriture spirituelle qu'on pourrait avoir, que chaque individu pourra avoir, aurait un lien avec le degré d'inconscience collective et donc de ce rapport aux différents symboles, tout simplement? Absolument, oui. Très bien, merci. Alors, si on part de l'hypothèse que nous sommes des êtres universels qui venons faire une expérience humaine, vous imaginez, on est un être spirituel, universel, spirituel, c'est un peu synonyme. On est un être spirituel qui vient faire une expérience humaine. On rentre dans un corps, on se rétrécit maximum. Et puis après, voilà, tout le chemin, c'est de pouvoir de nouveau retrouver notre grandeur. Donc, c'est un chemin. Et dans l'inconscient collectif aujourd'hui, on peut observer, c'est une observation, l'inconscient collectif est totalement identifié au psychologique. Et c'est là où moi je me dis, mais au fond, si chacun d'entre nous pouvait s'identifier à qui, à mon sens, nous sommes vraiment, c'est-à-dire des êtres spirituels, alors on pourrait, vous savez, avec la masse critique, on parle de masse critique, les 5%, on pourrait petit à petit cheminer ensemble pour transformer l'inconscient collectif. Et est-ce que nous n'en sommes pas responsables? Merci. Alors moi j'ai une petite question. Après 2019, je pense après le Covid, il y a eu un mouvement où les gens n'avaient plus confiance dans la psychologie moderne, la psychiatrie, tout cet univers. Ils ont envie de se sentir de mieux respirer. Et qui dit respirer, spiral qui veut dire le spirituel. Dès lors qu'on respire, on est connecté, des êtres spirituels avec une expérience humaine incroyable. Comment repenser la psychologie aujourd'hui? Parce que je le vois que ce soit mes patients, ils évitent. Alors dès il y a le moi fort, en fait, ils ne comprennent pas parce qu'ils ils voient tout ce qu'on peut parler de la psychologie, de la psychiatrie, et ça les éloigne un petit peu. Et dès lors qu'on parle de spiritualité, par moments, ça fait peur. Comment on peut aujourd'hui transformer tout ça, en fait? Et les acteurs en premier, c'est dans l'univers de médical. Voilà, les docteurs en psychologie, en fait, et psychiatrie.
Alors moi, je vais vous parler vraiment de mon parcours personnel, un peu petite. J'ai commencé effectivement par le psychologique. J'ai commencé par le corps déjà, puisque j'étais radiologue, donc j'ai fait aussi des radios, notamment en gastroentérologie, et je voyais déjà l'impact entre le psychisme et le corps. Et puis après, j'ai plongé dans la psychologie et je me suis trouvée vraiment à l'étroit. Et je peux comprendre qu'il y ait mauvaise presse si on ne reste que sur le psychologique. Parce qu'au bout d'un moment, je me sentais tellement, quand j'accompagnais mes patients, j'étais déjà thérapeute et j'accompagnais mes patients, mais je me disais, mais c'est pas possible, là, voilà, je me sens pas bien, ça me ressemble pas. Et je me suis ouverte à la spiritualité et là, je me suis dit, mais au fond, quand quand j'étais dans le milieu médical, on parlait pas du psychologique ou très peu, encore moins du spirituel. Quand j'étais dans le psychologique, on parlait pas du corps et on parlait pas non plus du spirituel. Et quand on est dans le spirituel, très souvent en tous les cas, dans les espaces que j'ai fréquentés, on parlait pas du tout psychologique. Il fallait au contraire l'éloigner, s'en libérer au maximum du psychologique. Et voilà, je me suis toujours dit que si un jour je crée une école, j'ai eu la chance de créer une école, je ferai le pont entre ces trois dimensions, entre le physique, le psychologique et le spirituel, parce que nous sommes des êtres complets et qu'il y a une interdépendance entre ces trois dimensions. On ne peut pas nous couper en petits morceaux. Je trouve que ce ne serait pas très juste. Merci. J'avais une question sur, vous avez parlé de l'importance du discernement pour le processus d'individuation. Est-ce que du coup, ce processus d'individuation, il nécessite d'avoir une certaine maturité cérébrale, psychologique, ou est-ce qu'on peut s'individuer à tout âge? À tout âge, à mon avis. À mon avis, à tout âge. Et quelquefois, les personnes trop diplômées, on va dire, sont un peu trop intellectualisées et donc ne laissent pas l'espace à l'intuition. Parce que c'est quand même un processus intuitif, à mon sens, l'individuation. C'est intuitivement, je connais ma singularité, je peux discerner ce qui me ressemble de ce qui ne me ressemble pas. Donc, il y a des personnes extrêmement simples qui peuvent s'individuer peut-être même plus facilement que des personnes très intellectualisées. Heureux les ignorants. Exactement. Bonjour. Bonjour. J'espère de bien m'expliquer. J'ai un souci, en fait, parce que je m'approche à la métapsychologie et à la constellation familiale et tout ça. Et moi, ça fait longtemps, en fait. C'est pas maintenant. Mais c'est toujours lié, au moins, ce que je vois et j'ai vu, à Hellinger, Jodorowsky, pas vraiment Yang. Alors que moi, je trouvais que Yang a parlé de la psychogénéalogie, par exemple, ou des constellations familiales. Alors je, ma question, c'est pourquoi, en fait, cette partie, c'est un peu déléguée par deux, trois, je trouve, deux, trois euh, psychothérapeutes. Et en fait, il n'est pas trop lié à Yang. Et, on ne parle pas trop de ça, de Yang. C'est comme une partie à côté. Mais tout ce que vous avez dit, et tout ce qu'a dit Yang, et donc l'archétype, le mémoire à l'intérieur de soi, les voyages, le connaître soi-même. En fait, ça fait partie de ça. Alors, mais jamais j'entends Yang lié à la psychogénéalogie
et la constellation familiale. Et la deuxième question liée à ça, c'est elle a utilisé tout ça dans son parcours comme psychothérapeute et en quelle façon? Merci. Alors, comme je disais tout à l'heure, Jung partait du principe que nous avons les mémoires de l'humanité tout entière en nous. Donc, mais sa question, c'était, sommes-nous nos mémoires? Et c'est là où je pense qu'il parlait de psychogénéalogie. Alors, nous avons des mémoires avec lesquelles nous avons à travailler, évidemment, mais en tout cas, sa proposition, c'est de ne pas s'identifier aux mémoires. Et c'est vrai que la psychogénéalogie, c'est magnifique pour connaître les mémoires, à mon sens, que nous avons et différencier ce que nous avons de qui nous sommes. Donc, alors, c'était peut-être pas à la mode hein, à l'époque, il avait pas les mots pour le dire, mais il en parlait différemment. Ouais. J'ai répondu à votre question? Il manque un peu, il manque quelque chose. Alors, vous parlez des constellations familiales, c'est ça? Oui. C'est très intéressant, les constellations familiales, pour connaître notre transgénération. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se sont penchés sur cette transgénération et la manière dont cette transgénération nous influence. Ça, c'est la connaissance de l'inconscient. Hein, quand il dit tout ce qui reste inconscient s'impose à nous comme un destin, c'est ça. Oui. En fait, hein, il en parle. Hein. Oui. C'est-à-dire la connaissance de cette inconscience cellulaire même, hein, au niveau même des mémoires du corps. Effectivement, elles sont là, on ne peut pas les méconnaître. Mais c'est encore une opportunité de bien discerner ce qui nous vient d'une transgénération, un discernement encore une fois, et qui nous sommes. C'est-à-dire là aussi, faire un petit peu son marché, quoi. Qu'est-ce que dans cette transgénération me ressemble et qu'est-ce qui ne me ressemble pas. Je vais peut-être faire une petite anecdote, si ça vous va. Une petite anecdote qui est, moi j'avais une grand-mère, ma tante à l'époque avait une méningite et elle avait 20 ans. Et donc les médecins disaient, on dit à ma grand-mère, ben, votre fille, elle ne va pas passer la nuit. Il y avait des jeunes qui mouraient comme ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement pour la méningite. Et ma grand-mère a mis dehors les médecins. Elle les a mis dehors et elle a pris un gant froid qu'elle a mis sur la tête de ma tante et toute la nuit, elle lui a dit « Tu ne mourras pas, ma fille. Tu ne mourras pas, ma fille. » Cette détermination incroyable qu'elle a eue, ma tante est morte à 98 ans. Mais cette détermination, moi, je la prends. Vous voyez, on fait un peu notre marché, hein, comme ça. Mais quand même, elle était hyper déterminée. Ça, c'est super. Et on a besoin de détermination quelquefois. Oui. Voilà. Donc, ça a bien marqué ma vie. Oui. Non, donc on peut dire que c'était le début de ça avec Yang, et puis après, il y aura d'autres psychothérapeutes qui ont approfondi ça. Bien en fait, sûr. ils n'avaient pas vraiment le mot de psychogénéalogie ou de constellation familiale, mais à la base, peut-être c'est lui. Oui. Oui, il en parlait autrement. Il en Ouais. parlait autrement, oui. Ok, merci. Merci à vous. Dernière question, allez-y. Alors, excusez-moi, attendez. Bonjour. Très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on... Oui. Juste, je voulais poser la question par rapport à votre notion de l'universalité. Oui. J'ai l'impression que ça exclut un peu le monde vivant qui nous entoure et toutes ces questions-là.
c'est très centré un peu sur l'espèce humaine. Est-ce que du coup, il y a un lien qu'on peut faire par rapport à ça ou pas? Enfin, Est-ce qu'il y a un lien? la notion justement de se connaître soi-même, mais est-ce qu'on peut inclure la connaissance du vivant, de ce qui nous entoure? Est-ce que du coup, cette notion un peu de spiritualité, elle pourrait pas inclure quelque chose de plus vaste que juste notre espèce, quoi? Alors, oui, il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais qui me semble aussi assez essentiel dans la définition du soi, c'est que Jung disait que 80% des névroses étaient dues à des croyances erronées, des croyances en Dieu erronées. Et qu'est-ce qu'il disait par là? Il disait que la névrose pourrait venir de la croyance que Dieu est à l'extérieur de nous. Et donc, avec toutes les peurs, les angoisses, tout ce que ça peut générer. Et il disait, le seul moyen d'aider les personnes, justement, à un niveau, c'est, en tous les cas, d'émettre l'hypothèse que Dieu est à l'intérieur de nous. Aussi, extérieur, intérieur, pas de frontière entre les deux. Mais vraiment à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, est-ce que cette divinité n'existe pas de manière singulière? Voilà. Et donc, j'ai répondu. Merci, Nicole. Merci infiniment. On l'applaudit.